a été une journée meurtrière pour nous, avec nos frères en Europe et particulièrement en France. La manifestation du 17 octobre faisait partie d'un programme qui était établi par la Fédération de France du Front de Libération Nationale. Tout était planifié. Malheureusement, il y a des situations qui peuvent dégénérer où nos frères et sœurs sont maltraités, sont tués, sont jetés dans la Seine et dans le Rhône. La pratique de la France de jeter nos compatriotes dans le Rhône et dans la Seine n'a pas commencé seulement le 17 octobre. Ça a commencé bien avant, lorsqu'ils avaient un combattant ou une combattante. Mais les calendriers qu'on appelait aussi à l'époque des groupes de choc. Et il y avait des sœurs, il y avait des frères. Et c'est cela qui n'avait pas besoin d'être passé par des tribunaux, jugés, etc. Donc quand ils les attrapaient, c'était directement leur mettre un bloc de béton attaché dans le cou et les balancer carrément dans le Rhône pour qu'ils restent tout le temps au fond. Et la plupart du temps, même quand la presse se saisissait de cela, d'un tel acte, ils disaient que c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Donc le 17 octobre a été planifié par la Fédération de France qui a élaboré des programmes de manifestation et d'autres actions, parce que à partir des années 58, la direction du Front de Libération Nationale a décidé d'exporter notre guerre de libération sur le territoire même du colonialisme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé donc à travailler. Mais à partir de 1958, beaucoup de responsables de la Fédération de France ont été arrêtés. D'autres ont pu s'échapper, ils ont été s'installer en Allemagne. Et puis, il y avait aussi les autres institutions qui se trouvaient par exemple à Genève, la ville internationale, donc une partie des Nations Unies qui est là, ou même, je dirais, des Nations Unies qui sont là. Et à travers ça, donc, on a pu, comment dirais-je, expliquer surtout, parce que pas politiquement, mais à travers l'action humaine, on a pu expliquer le drame algérien. À travers, par exemple, le Croissant Rouge algérien. Pas la délégation du Croissant Rouge algérien, c'était pas pour donner un sachet de pain ou des tomates ou mais elle a fait une action extraordinaire, et ça aussi, ça explique les capacités de nos dirigeants de l'époque de connaître la situation internationale, la situation de tel ou tel pays, notamment de la France, nous la connaissons. La Suisse, qui est un pays neutre, qui a vécu des problèmes énormes après la Deuxième Guerre mondiale, économique, etc., c'est un petit pays, mais c'est devenu un grand pays politique, diplomatique, etc. Et donc, vous voyez que nos responsables, à l'époque, ont fait de la Suisse une plateforme d'action. Depuis la Suisse, depuis la Suisse, on a pu faire des dossiers, constituer des dossiers, des actions aux Nations Unies, soit à Genève, soit à New York, avec nos responsables. Pour vous dire, parce que beaucoup de gens pensaient que nos responsables de l'époque travaillaient au hasard. C'est faux. On a voulu tout simplement minimiser le rôle de ces militants, comme je pourrais citer ceux des accords d'Évian,
Ce sont des frères et sœurs, ce sont des hommes, des militants qui avaient un cœur et qui, chaque fois qu'une Algérienne ou qu'un Algérien est tué, ça laissait des traces, comme des prisonniers. Il fait un trait. Et ces gens-là, et c'est grâce à ces gens-là, grâce à l'action politique, diplomatique, avec nos amis, qui eux aussi ne défendaient pas seulement l'Algérie en tant que telle, c'est aussi défendaient l'être humain. L'Algérien, après 130 ans, avait des droits. Il fallait les exprimer, il fallait en profiter de ces droits. Il avait un pays, il avait un territoire, il avait une histoire. Donc, à partir de la Suisse, on a pu faire toutes ces actions-là vers les Nations Unies, à New York ou à Genève. Nous avons pu constituer des dossiers qui ont prouvé que le mouvement de libération algérien devait être reconnu en tant que mouvement de libération d'un peuple et d'un pays. Et aussi, parallèlement à ça, je pense que beaucoup savent quelle était l'action de l'Algérie à la conférence de Bandung, avec Sukarno, avec Nehru, c'est très juste, et aussi, bon, peut dire aussi, Abdel Nasser, et c'était plus tard, Nkrumah du Ghana aussi, qui a fait énormément pour notre. Donc voilà, notre action était très efficace, elle était très réfléchie. Les militants n'ont pas agi parce qu'ils avaient des diplômes. Nous avons travaillé tout simplement avec le cœur. Cool, et madame. Moi, à l'âge de 14 ans, les Français, parce que mon père était actif, on m'a dit, Mohamed, tu sais lire et écrire, ça suffit maintenant. Donc, je pouvais comprendre mon patron le polon. Je pouvais même jouer le rôle d'interprète vis-à-vis de mes compatriotes paysans ou les colons. Donc, c'était quasiment suffisant pour moi. Nous avons donc pu constituer des chaînes d'amis qui nous ont soutenus, qui ont été prisonniers aussi pour nous. J'ai voulu justement rendre un hommage particulier à cet ami Niels Anderson, qui a repris le livre de Hafid Karaman quand il avait écrit La pacification. Je ne sais pas si vous avez lu. Et ce livre était interdit. Il était interdit par les Français. Il l'a reproduit et on l'a donné ou distribué à travers le monde pour ceux qui souhaitaient le lire, pour dire voilà ce que pense l'Algérien. C'est ça. Il veut sa liberté, il veut son autodétermination, il veut profiter de ses ressources, etc. Donc voilà, grosso modo, je vous donne juste c'est tellement vaste, notre révolution est énorme. Et quelquefois, ça me fait très mal quand j'entends quelqu'un la réduire à une villa ou un petit lot de terrain ou une voiture ou une pension. C'est énorme. Pour moi, elle est énorme. Donc, et puis, on a quand même pu faire face aux Français. Et à chaque fois, nous avons pu répondre à leurs exigences. Et la délégation algérienne a joué pleinement son rôle. Et avec cette manifestation qui faisait aussi référence aux manifestations précédentes, parce que nous avons eu sur le territoire national des manifestations et des grèves d'étudiants, de commerçants. Et donc c'était une série qui était planifiée à chaque fois qui correspondait à l'examen de la cause algérienne aux Nations Unies.
Donc c'était ces actions-là, au mois d'octobre. Et puis malheureusement, ça a dégénéré le 17 octobre, et les instructions qui avaient été données à notre communauté ce jour-là étaient très très claires. Ne portez même pas un coup pendu, ni quoi que ce soit qui puisse blesser, même une aiguille, rien. Et nous avons vu finalement quel était le comportement de ces colonialistes, et où les Algériens, là où on s'était aussi rendu compte que les Algériens étaient vraiment jetés dans la Seine et dans le Rhône, et que tous ces cris du Front de Libération Nationale n'étaient pas vains, et que c'était vrai. D'ailleurs, les manifestations suivantes, même les Français venaient manifester avec les Algériens pour demander justement à la France de quitter, de ne plus envoyer de contingents en Algérie, et de donner, c'est une façon de dire, et que les Algériens avaient droit à leur indépendance. Et c'est là aussi où beaucoup de Français se sont engagés pleinement avec nous, tenu des sacrifices faits par nos compatriotes. D'où la création de l'organisation de Johnson. Oui, non, mais son prénom, Francis, pardon. Excusez-moi, c'est un peu le petit défaut quand on prend de l'âge. Il y a des petits trous de mémoire. Des petits trous de mémoire, des petits sont. Donc voilà. Et c'est cette organisation créée au milieu de la France, au sein des autorités françaises, contre une certaine volonté populaire française, bien sûr, du centre de droite et de l'extrême droite, et aussi par certains Français, ces organisations étaient considérées comme des traîtres dans leur portée. Malgré cela, ils nous ont aidés. Ils se sont fait connaître au grand jour. Beaucoup ont été emprisonnés et d'autres ont disparu carrément. Même des Français, on ne les a pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, Maurice Papon, à l'époque, pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une série d'attentats, surtout à partir de 1958, où De Gaulle faisait allusion à la séparation du Nord, le Sud, etc. Donc le FLN avait décidé d'accentuer la révolution et de la renforcer même sur le territoire français. Parce qu'au début, c'était une histoire tactique. Bonne ou mauvaise, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, ne pas trop heurter l'opinion publique qui était déjà dressée contre nous. Mais à partir de là, on a repris un autre rythme d'action, de travail, qui a abouti, comme vous le savez là, au 17 octobre, et vous connaissez qu'il y a eu, vous savez qu'il y a eu près de 200 morts, que les Français la veille, la nuit du 17 au 18, avaient parlé de 3 morts. Bon. Sans compter ce qui était dans la Seine, dans le Rhône. Et cette pratique de jeter bon, la manifestation, elle avait une raison importante, mais pas l'essentiel. La raison importante, c'est qu'ils avaient institué un couvre-feu à l'égard des Algériens de 8h30 jusqu'à 7h30 le matin. Non? Ça doit être ça. Ouais. Bon. Et c'était l'occasion donc qui a mis le feu aux poudres, puisqu'elle était quand même prévue. Même on a prévu aussi, 2 jours après, plus ou moins on se doutait des problèmes qu'il pouvait y avoir, on a prévu la manifestation des familles de compatriotes de ceux qui sont morts,
des militants, militantes, etc., des femmes. Et là, il y a eu aussi des femmes françaises qui ont participé. Parce qu'elles aussi, elles réclamaient l'arrêt d'envoi des jeunes de contingent en Algérie. Je l'ai plus que les hommes. Alors Maurice Papon, après tout ça, bien sûr, il a dit pour chaque Français mort, on tuera 10. Il l'a dit. C'est écrit. Ça, vous avez pu le lire. Évidemment, c'était un permis de tuer qu'elle avait donné à ses forces de sécurité. Pour un Français, tuer 10 Algériens. Donc, vous êtes autorisé à tuer 10. Incitation à Rome. Oui, incitation, exactement. Bon, après ça, il y a eu, évidemment, en Europe, on a eu aussi d'autres mouvements qui ont essayé de nous bloquer, qui ont essayé de constituer des barrages à l'évolution de notre guerre. Et puis, alors, à partir de la Russie, on a pu commencer à justifier la médiation de la Suisse. Là, on les contacte aussi parallèlement aux discussions, aux négociations d'Évian, comme on dit. On a commencé aussi à préparer la Suisse à devenir médiateur. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des émissaires, M. Taïb Oulharouk, il y a eu même Farhat Abbas qui était là-bas. Nous avons, c'est Mohamed Khmisti qui avait été expulsé. Il avait été d'abord arrêté, mais quand il a été libéré, il s'est réfugié en Suisse et nous avons constitué une grande cellule importante de travail, même s'il y avait des gens qui étaient un petit peu qui n'étaient pas connus, etc. Cela ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas actifs, etc. Donc, et tout ça, on a constitué une excellente base de travail et d'échange entre les responsables. Voilà, grosso modo. Et puis, alors donc, surtout, de là où on a commencé, la délégation algérienne a refusé la demande de De Gaulle de séparer le pays, de couper le pays entre le nord et le sud, ça, il n'était pas question. Et donc, c'était aussi un moyen de faire pression sur la France